Je suis connecté à Internet. Donc, je vais vous demander les uns les autres, avec votre smartphone, à aller sur un site qui s'appelle menti.com. Menti.com. C'est très facile pour y aller. Il ne faut rien télécharger. Menti.com, voilà. Et il vous demande de mettre un code. Vous ne téléchargez rien. S'il veut vous télécharger un truc, vous dites non. Donc vous allez sur menti.com et vous allez utiliser le code 52 27 90. C'est le seul truc qu'il faut rentrer dedans. 52 27 90. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Donc, normalement, c'est parti. Je vais le mettre en plein écran, peut-être pour que ce soit un peu mieux. Affichage, plein écran. Alors, vous voyez quelque chose? Ouais, si, ça a l'air de fonctionner. Vous y êtes, menti.com 52 27 90. Alors c'est un exercice original pour moi parce que je suis migraineux. Je fais une crise de migraine par 2 ans et j'ai des auras ophtalmiques. Et donc là, j'ai pas mal à la tête, mais j'ai des auras, si bien que je vois pas très bien mon écran. Donc on va voir, c'est un élément de complexité supérieure. Donc on a tous en nous un Dr House qui sommeille, ça vous le savez. Donc pour l'instant, normalement, vous n'avez pas de questions hein, si jamais vous êtes connecté. Et donc, ça, vous avez reconnu le plus grand des Dr House marocains, que c'est une photo que j'ai réussi à capturer. Donc, cas clinique numéro 1. C'est l'histoire de Marie. Elle a 4 ans. Elle est née préma, mais 35 semaines, 2580 grammes. Elle n'a pas d'antécédents, sinon qu'elle fait des infections ORL à répétition. Et en mai 2011, elle a des douleurs dentaires importantes. Elle n'a pas eu de traumatisme, elle n'avait pas de fièvre. Et elle va être mise sous antibiotiques, Augmentin, puis josamicine. En juin 2011, elle fait la fièvre, œdème facial, cellulite de la face, et elle a un abcès dentaire. Elle va être hospitalisée pour une antibiothérapie intraveineuse qui ne permet pas d'obtenir une apyrexie. Elle reste avec une douleur importante sur ce tableau d'origine dentaire. Donc là, c'est le moment où il faut jouer. Donc, oulala, vous êtes tous très nombreux, 34 déjà qui sont dans les starting blocks, 52, 27, 90. Il y en a 35, ça permet de faire le contrôle dans la salle. Donc, je pense qu'on est plus que 35. Hein. Donc, allez sur menti.com 52 27 90. Et donc, si vous avez tous rentré votre nom, là, je vois tous vos avatars. Donc, vous êtes prêts à jouer. Parce que là, la question sur cette jeune fille qui a cet abcès dentaire, fièvre, ça va être celui de ce que l'on fait. Donc, vous êtes tous parés. Menti.com 52 27 90. 57 22 90. Plus vous répondez vite, plus vous avez des points. Quel examen d'imagerie vous réalisez chez cette jeune fille avec cet abcès persistant, la fièvre, angio-IRM encéphalique, scanner mandibulaire, radiographie crâne, face, bouche ouverte. Donc là, vous êtes tous en train de répondre. Il y en a déjà 30 qui ont répondu. Attention, dépêchez-vous. Alors, scanner mandibulaire pour l'essentiel d'entre vous. C'était la bonne réponse. Et je vais vous montrer les résultats du scanner juste après. Donc là, ça c'est le score. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Et donc c'est Magical Rhino, je ne sais pas qui c'est, mais il est dans la salle, qui a gagné. Alors le scanner, effectivement, on fait un scanner complet et on voit ici une atteinte osseuse avec une lise juste au-dessus de la dent qui témoigne qu'il s'agit finalement d'une ostéite maxillaire. Donc ça persistait sur ce foyer dentaire et ça atteint l'os. Donc la question suivante, c'est qu'est-ce que l'on va faire pour avancer chez cette jeune fille qui reste fébrile. Quel examen à visée étiologique réalisez-vous? Donc des hémocultures, une biopsie osseuse, un ECBU. C'est facile, hein? Donc dépêchez-vous, répondez tous. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. 3, 2, 1. Alors des hémocs, c'est une bonne idée, mais elle en avait déjà eu une paire. Donc à l'étape là où on est, elle était déjà hospitalisée sous antibiotiques. Donc elle avait déjà eu des hémocultures. On va faire une biopsie osseuse pour essayer de comprendre c'était quel examen en singulier, mais l'hémoculture n'est pas franchement faux, mais c'était déjà réalisé. Biopsie osseuse. Et donc là, on remixe complètement le podium. Et donc c'est Taylor Swift qui est le premier. Alors si on a fait cette biopsie et on trouve du piocyanique. Biopsie piocyanique chez une jeune fille qui n'avait pas été spécialement hospitalisée par le passé. Donc on se questionne sur ce germe et puis on commence une antibiothérapie, pipée, ciprofloxacine qui est plus adaptée. Et elle reste fébrile, même elle s'aggrave, avec une éruption généralisée qui apparaît et une cytopénie, elle est neutropénique, lymphopénique. On va faire un myélogramme qui témoigne d'un syndrome d'activation macrophagique.
Donc là, on commence à se dire que c'est pas si simple que ça. On demande des avis à droite à gauche. Voilà l'éruption de la jeune fille, donc un érythème rage diffus. Et donc, voilà, on rebalaye nos questions et nos hypothèses diagnostiques. Alors pour vous, de quoi peut-il s'agir de cette histoire? Une hémopathie, une granulomatose septique, une lymphohistiocytose, une AGI systémique? À votre bon cœur. Donc je crois que vous pouvez répondre qu'à une question, mais parfois il y a plusieurs bonnes réponses. Et donc là, dans le cas présent, en fait, toutes ces hypothèses, nous, on les a évoquées toutes, parce qu'on s'est dit, c'est bizarre, mais on n'est plus dans une histoire infectieuse classique. Peut-être qu'il y a bien une hémopathie sous-jacente, peut-être une granulomatose septique, peut-être... Donc la lymphohistiocytose, c'est ces formes génétiques de syndrome d'activation macrophagique. Je vois que beaucoup d'entre vous avaient choisi et l'AGI systémique qui donne aussi des SAM. Donc on a pensé à tous ces trucs-là. Donc tout était bon, là, dans la question. Donc Taylor Swift est pas mal, hein, j'ai l'impression qu'il répond assez vite, et d'ailleurs, il est le premier. Alors, les hypothèses diagnostiques, on s'est dit, il y a d'autres infections, co-infections qu'on n'arrive pas à choper, qui expliquent la fièvre. On a regardé plein de virus. On s'est dit, est-ce que c'est pas un lymphome osseux sur lequel on a cette infection peu commune, ou un déficit immunitaire? Parce qu'une primo-infection aussi sévère à Pio, c'était pas banal. Alors, on a cherché la granulomatose septique chronique, en dépit du fait que ce soit une fille, mais il y a des formes récessives qui existent chez la fille. Vous savez que la majorité des cas, c'est chez le garçon. On a cherché d'autres trucs un peu plus rares, on s'est vraiment cassé la tête, on n'a rien trouvé. Après, on s'est dit, est-ce que c'est une AGI systémique, est-ce que c'est un Kawasaki? On ne savait pas, on a fait donc, tous ces tests, on n'a pas trouvé. Et quand on ne sait pas, en rhumatopédiatrie, ça finit toujours pareil, on met des corticoïdes. Donc on a mis des corticoïdes, 2 mg kilo, on a continué les antibiotiques, et en fait, ça a été nettement mieux. Comme souvent d'ailleurs, hein. La cortisone, ça marche presque sur tout, c'est ça qui est bien. Donc on a mis des corticoïdes, elle s'est améliorée, on a arrêté progressivement, prudemment. On a dit, bon, on n'a pas bien compris ce que c'était, mais vous voyez, ça va beaucoup mieux. On arrête les traitements. 8 jours après, elle refait une éruption. Une éruption érythémateuse diffuse, comme ça. Alors, à ce moment-là, je crois qu'elle n'avait pas de fièvre. Ça la grattait beaucoup. Elle n'avait pas de signe d'activation macrophagique. On se dit, bon, ça revient. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer d'avancer sur ce diagnostic? Alors, quel examen en singulier proposez-vous parmi ceux qui vont être proposés? Myélogramme, on fait scanner mandibulaire, on fait une biopsie cutanée. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on pourrait faire, hein, pour être honnête. Et donc, ce qu'on n'avait pas fait, je suis sûr que vous l'avez deviné, c'est la biopsie cutanée. On a fait, alors vous avez été tenté du myélogramme qu'on avait fait par le passé qui trouvait le syndrome d'activation macrophagique, mais là, il n'y avait pas de signe d'activation macrophagique. Je pense que ce n'était pas justifié de faire une attaque par la moelle. Par contre, la biopsie de la peau, c'est souvent utile dans les maladies de système. Et donc, est-ce que Taylor Swift se fait... Non, c'est pas trop mal. Et donc, au podium général, comment ça se passe? Ouais, non, c'est toujours le même, rime, lame. Bon, il faut essayer de le détrôner. Alors, on a ce type de biopsie avec, si on fait des gros grossissements, des infiltrats de polynucléaires éosinophiles au sein de la peau. Et en fait, c'est un drug rash syndrome, eosinophilia and systemic symptom, le DRESS syndrome, qui est une forme de toxidermie très particulière qui mime une maladie de système. Il faut toujours avoir cette idée qu'un truc qu'on ne comprend pas, ça peut être un effet médicamenteux. Et en fait, on est revenu sur son histoire parce que nous, on ne l'avait pas évoqué, mais au tout départ de son histoire, quand elle faisait ses premiers érythèmes et son histoire dentaire, elle n'avait pas d'hyperéosinophilie qui a été très labile sur, si on reprend 2 ou 3 prélèvements seulement. Mais on aurait dû y penser. Maintenant, dès qu'on me présente un cas où personne ne comprend, je dis comment sont les éosinophiles. Et donc, c'est une forme d'intolérance aux médicaments avec un délai de 3 semaines à 3 mois après l'introduction du médicament, et même le médicament peut avoir été arrêté. Donc c'est un point important. Ce qu'on voit le plus souvent d'ailleurs en pédiatrie, c'est plutôt les antiépileptiques qui donnent ça, ou les cyclines, donc les traitements pour l'acné. Atteinte multiviscérale, pneumopathie, cardiomyopathie, hépatite. Vous voyez qu'en fait ça mime vraiment une maladie de système, cette affaire-là. On a le SAM qui est très présent. Ça, c'est un élément que je ne savais pas, mais dans le DRESS syndrome, 30% des DRESS sont rapportés pour avoir un SAM. Réactivation virale fréquente. Donc, ce n'est pas toujours hyperéosinophilique, ça peut vous planter. Leucopénie, lymphopénie, thrombopénie, une cytolyse hépatique aussi, qui est souvent importante. L'hémophagocytose, on peut avoir de manière contemporaine une réactivation virale. Le traitement, c'est la corticothérapie, mais surtout, c'est le retrait de l'agent causal. Et nous, c'était les antibiotiques. On a pensé que c'était les antibiotiques mis au tout départ sur son affaire. Donc, on a tout changé les antibiotiques pour finir l'histoire de l'infection osseuse. Et puis, les choses se sont bien terminées. Mais voilà. Le DRESS syndrome, c'est un de nos diagnostics différentiels de maladie de système. Deuxième cas clinique. Alors, j'ai pas le timer comme ça. Ah si, j'ai le timer. Donc, Camille, 10 ans. Elle n'a aucun antécédent familiaux.
elle est fille unique, elle a une fente palatine opérée dans la première année de vie, des aérateurs transtympaniques, pas de voyage à l'étranger, pas d'animal domestique. En août 2011, elle a fait une course rapide et une douleur brutale dans le dos, qui ensuite devient intermittente, plutôt à l'effort. Elle n'est pas constipée, pas de troubles mictionnels, pas de claudication médulaire. Elle consulte en rhumato quelques mois après, parce qu'elle a quand même cette douleur déclenchée finalement au départ par un effort et qui persiste d'allure un peu mécanique. Alors on l'examine, il n'y a pas de choses particulières, sinon qu'elle a des réflexes un peu vifs, mais pas de syndrome pyramidal, elle n'a pas d'anomalie donc, on disait au niveau urinaire. Sa voix est nasonnée, mais donc elle a cette histoire de fente palatine. C'est prévu qu'elle soit reprise par les chirurgiens bientôt. On lui fait une bio, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, et puis on fait une radiographie du rachis. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur l'image, mais ça donne ça. Donc on regarde ses vertèbres. Ici, comme ça. Donc de face, on ne voit pas grand-chose. Sur le côté, on voit quand même qu'elle est bien angulée. Vous voyez ici. Voilà les corps vertébraux. Et puis, c'est pas évident quand même sur une radio, mais quand on la voit cliniquement, elle est quand même très penchée. Elle a une attitude anormale. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire comme examen d'imagerie complémentaire, parce qu'on ne s'est pas satisfait de cette radio. Scanner thoraco-abdominopelvien, IRM médulaire, rachis thoracique dynamique. Alors, c'est panaché. En fait, on n'a pas décidé de faire un scanner, on a décidé de faire l'IRM médulaire. Vous avez vu qu'elle avait des petits signes d'irritation avec des réflexes un peu vifs. Et puis, sur la radiographie, ce qui semblait peut-être pas évident, mais qui va vous sembler évident à l'IRM. Alors, Taylor Swift s'est fait... Est-ce qu'il s'est fait détrôner? C'est pas dit, hein. Non. Rime, par contre, Nina monte sur le podium. Alors, voilà les images. Les images... donc de cette disparition quasiment totale d'une vertèbre, que l'on appelle vertebra plana, qui est responsable de cette angulation complète et du frottement qu'il pouvait avoir peut-être au niveau médulaire. Donc vertebra plana, c'est ce que nous répond l'IRM. On est perplexe et on se dit qu'est-ce que l'on va faire comme examen complémentaire. C'était suite à un traumatisme, est-ce que ça peut à lui seul expliquer cette histoire? Est-ce qu'on doit faire d'autres examens? Qu'est-ce que vous recommandez? Une radiographie corps entier, scintigraphie osseuse, échographie abdominale? Il peut y avoir plusieurs réponses, vous pouvez répondre qu'à un des éléments bons, mais plus vous répondez vite, plus vous aurez des points. Alors, scintille osseuse, radio corps entier, écho-abdo, nous on a tout fait. On a tout fait pourquoi? Radiographie corps entier, c'est intéressant parce que vertebra plana, ça se voit dans une certaine maladie qui s'appelle l'histiocytose, et on va chercher des lacunes à l'emporte-pièce, et là, les radiographies corps entier sont utiles. La scintigraphie pour regarder si ce n'est pas une atteinte tumorale, et regarder les autres os, c'était vraiment l'examen majeur, et vous avez raison. Et l'échographie abdominale également pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infiltration d'hépatosplénomégalie que l'on aurait pu manquer. Donc, je crois qu'il y a une montée de rime, là. Je ne sais pas si ça va se voir sur le podium. Non, elle n'arrive pas à détrôner Taylor Swift, mais peut-être plus tard. Alors, scintigraphie, donc on n'a pas d'autres lésions. Radiographie corps entier, pas d'autres lacunes. Écho-abdo, rien. Bilan étiologique, donc on fait tous les bilans biologiques possibles et imaginables. Il n'y a pas de cytopénie. On n'a pas fait de myélogramme dans ce cas particulier, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, vous voyez là sur les imageries de scintigraphie, cette vertèbre qui fixe, mais ça ne fixe pas ailleurs. Et on a conclu à une histiocytose langerhancienne en dépit de l'absence de... Alors, on a longtemps discuté la ponction, et ça, c'est pas son image à elle. Donc, c'est une fausse biopsie, mais on a fait une biopsie qui était non contributive. Et les orthopédistes, ils discutent pendant des heures pour savoir si on doit aller explorer une vertebra plana, parce que souvent, on n'apporte pas d'information de la biopsie, elle est non contributive. Et on a fait, nous, faire un travail récent à une de nos étudiantes qui a repris tous les cas de vertebra plana sur Necker et sur Lyon. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est un examen relativement peu rentable devant une vertebra plana de faire une biopsie osseuse, parce que sur les 20 biopsies ponctions qui ont été réalisées, il y en a 10 qui répondent non contributives parce qu'il n'y en a pas de matériel, mais il y en a 2 pour lesquels on retrouvait un ostéosarcome. Voilà. Donc ça, à mon avis, ces 2-là, ils justifient qu'on fasse
un examen qui souvent sera non contributif, mais la fois où il vous ramène un ostéosarcome, eh bien, c'est un élément majeur. Et en particulier, quand il y a une infiltration des parties molles, c'est un élément qui oriente plus fortement encore l'importance de faire cet examen, qui n'est pas un examen simple, je reconnais. Une ponction chez un petit de vertèbre, c'est jamais très facile. Mais la majorité des cas, néanmoins, de vertébra plana, ce sont des histiocytoses languérantiennes sous la forme monostotique, un seul os atteint. C'est granulome éosinophile, on peut appeler ça aussi. Donc il y a quelques diagnostics différentiels qu'on chopera grâce à la biopsie lorsqu'elle est contributive, et en particulier celui des tumeurs. Donc les infections aussi, et je pense que vous avez quelques formes de mal de Pott, d'atteinte osseuse vertébrale qui peuvent donner une destruction complète de vertèbres. Donc ça fait partie du bilan d'une atteinte de vertébra plana. Donc les granulomes éosinophiles que l'on retrouve dans les histiocytoses languérantiennes, donc ce sont des douleurs osseuses localisées. On a des lacunes à l'emporte-pièce comme les myélomes de l'adulte, hein, c'est ce que nous, c'est le pendant chez l'enfant, ça donne exactement le même type de lésion radiologique, vertébra plana, fracture pathologique, et c'était le cas de notre découverte. Elle a eu un minime traumatisme et elle a eu un tassement complet, disparition d'une vertèbre. Donc un bilan d'extension qui est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres atteintes. La biopsie osseuse qui est rentable. Peut-être pas dans les vertébra plana, ce n'est pas l'illustration la plus importante de sa rentabilité, mais c'est surtout pour le diagnostic différentiel. Lorsqu'on a du tissu lésé, c'est le marquage CD1A, et puis souvent on ne fait rien d'autre, on attend, traitement symptomatique et ça passe. Cas clinique numéro 3. Skander, 12 ans, pas d'antécédent particulier. Il a des douleurs dorsales, donc on reste un peu dans les douleurs lombaires, douleurs thoraciques, qui ont débuté 5 jours avant la consultation en orthopédie. C'est insomniant, c'est des douleurs que l'on reproduit à la palpation, des épineuses. Et il a un fébricule à 38. Donc le reste de l'examen clinique, il n'y a rien de particulier. Les orthopédistes font une radiographie, elle est normale, mais ils sont tellement impressionnés par l'intensité des douleurs qu'on n'arrive pas bien à calmer ce fébricule à 38 qu'ils vont faire une IRM. Cette IRM, qu'est-ce qu'elle retrouve? Elle retrouve une atteinte multi-étagée, ici, sans modification des contours vertébraux, avec de l'œdème osseux à plusieurs endroits. Suspicion de spondylodicite, donc antibiothérapie probabiliste, on le laisse au repos au lit, donc on regarde le quantiféron, bien sûr, l'IDR, on vérifie qu'il n'y a pas d'infection tuberculeuse, et en fait ça ne fait rien du tout. Il est toujours dans leur lit à 5 jours, il y a l'équipe de douleur qui passe tous les jours, ils ne savent plus quoi faire, donc cas désespéré, ils appellent les rhumatologues, comme souvent. Et nous on l'examine, il a une aphthose, en plus d'avoir son affaire au niveau des os. Et puis il a cette lésion cutanée, un peu particulière. Si on regarde son cuir chevelu aussi, il a plein de squames et quelques lésions érythémateuses. Et donc ça va vous faire évoquer un diagnostic. Lequel? Ne dites pas trop fort parce que vos voisins vont copier. Donc quel est votre diagnostic? Aspergillose osseuse, tuberculose vertébrale, sapho, granulome d'épicine. Je vous sens hésitant là, vous ne répondez pas aussi vite que d'habitude. Il n'y en a que 20 qui auraient... Peut-être c'est les autres, vous êtes endormis. Ah, c'est panaché, c'est panaché. Aspergillose osseuse, tuberculose vertébrale, granulome d'épicine, toutes ces causes infectieuses. Les lésions cutanées érythémateuses squameuses, c'est très évocateur de psoriasis, hein, psoriasis du cuir chevelu. Et donc, c'est que dans un sens, vous ne connaissez pas le sapho, parce que toutes ces formes cutanées qui pourraient exister, c'est dans un contexte d'immunodéficit. Hein. Une aspergillose, alors tuberculose, vous en voyez sans doute beaucoup, mais ça ne donne pas ce type de lésions. Ça donnerait des abcès, mais pas des lésions comme ça érythématosquameuses. Granulome d'épicine, ce sont des infections à mycobactéries atypiques, mais ça ne donne pas non plus ce type de lésions. Et donc, Taylor Swift, qui a répondu pas trop mal, il confirme un peu son avance. On a quand même un trio qu'on n'arrive pas à détrôner. Et le diagnostic, c'était bien le SAPHO. Donc c'est un acronyme dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Ça fait partie des maladies inflammatoires qu'on évoque quand on a plusieurs atteintes. Donc c'est un acronyme pour synovite, acné, pustulose, hyperostose et ostéite. Et en fait, c'est dans un champ de maladies auto-inflammatoires. C'est un peu la même ambiance que nos spondyloarthrites B27+, qui peuvent avoir parfois des atteintes osseuses, d'hyperostose et ces atteintes cutanées particulières. Et donc l'hyperostose, c'est la condensation des corps vertébraux. On peut avoir des pseudo-spondylodicites, ce qui était le cas ici, avec éventuellement une mise au carré des vertèbres, mais on n'a pas de destruction vertébrale. On a des localisations multiples osseuses. D'ailleurs, le bilan d'extension, normalement, on dit IRM corps entier. Donc nous, à Lyon, on ne peut pas le faire, parce que nos radiologues ne veulent pas, ils disent que ça prend trop de temps. Mais dans les autres hôpitaux, ils font ça, des IRM corps entier pour voir l'ensemble des atteintes osseuses. Donc on peut avoir des sacroiliites, c'est un peu, je vous dis, sur le même fond que les patients B27+, qui font des spondyloarthrites. Si on les biopse, ces ostéites, elles sont amicrobiennes,
quand on n'a qu'une seule localisation, il faut la biopsier. Mais quand on a de multiples localisations, multi-étagées, eh bien, souvent, on n'a pas besoin de faire la biopsie. On va faire le diagnostic d'ostéite aseptique sur la localisation, sur le phénotype. Et puis alors là, quand on est en plus aidé par l'examen clinique, parce que sur la peau, vous avez des lésions érythémato-squameuses, bon ben là, vous avez tout bon, c'est ce qu'on trouve dans ces formes de psoriasis, acné sévère. Et donc, c'est un diagnostic clinico-radiologique, le SAPHO. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça répond extrêmement bien aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ce n'est pas un traitement révolutionnaire, mais vous leur collez de l'ibuprofène ou de la Pranax ou naproxène, celui que vous préférez. C'est souvent très efficace. Ça a presque même une valeur un peu diagnostique. Ils sont très sensibles aux INS. Et alors qu'ils se tordaient de douleur pendant 5 jours en orthopédie, sous antibiotiques qui ne marchaient pas, on lui donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens et il va beaucoup mieux. Alors, dernier cas, le cas clinique numéro 4, c'est... Cette fois-ci, j'ai vu que vous aimez bien la gastro-entérologie parce qu'il n'y a que des gastro-entérologues qui interviennent. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc de gastro-entérologie. Donc ça, c'est spécial dédicace pour Patrick, pour Marc, pour Mathias. Donc Bobby, il a 16 ans, aucun antécédent personnel ni familiaux. Et il a une douleur abdominale intense, un syndrome inflammatoire biologique majeur, VSA 100, une hyperleucocytose à PNN. Et donc il vient aux urgences de l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. La première fois, donc réflexe de l'interne, douleur abdominale intense, on fait un bilan biologique et un syndrome inflammatoire, ça doit être un syndrome appendiculaire, on l'envoie à l'échographie et on voit bien l'appendice, il n'est pas anormal, pas d'appendicite. Rentrez chez vous, traitement symptomatique, ça doit être une virose, ça doit être... Et elle revient le lendemain, il a toujours aussi mal, il se tord de douleur, et donc on refait une échographie, là on se dit c'est peut-être une adénolymphite, donc on le renvoie à la maison parce qu'il n'y a pas d'appendicite. Il revient le surlendemain, il a toujours aussi mal. Alors qu'est-ce que vous faites comme examen? Ça a été ultra rapide. Alors là, ah oui, non, c'est en direct là. Ce coup-ci, c'est plus noté. Je me souviens maintenant comment ça marche. Donc là, c'est pour... vous avez l'affichage en temps réel des réponses. Donc l'angioscanner semble bien parti pour l'emporter. ASP debout, de face, pour essayer de regarder s'il n'y a pas un pneumopéritoine, c'est souvent pour ça qu'on fait cet examen, ou alors pour nous, dans les lithiases aussi, on aime bien faire des ASP debout. Endoscopie digestive, devant une douleur abdominale avec syndrome inflammatoire important. C'est la 3e fois qu'il vient quand même aux urgences, on ne sait plus quoi faire. Donc ce que l'on a décidé de faire, là, 34 ont répondu, eh bien c'est l'angioscan abdominal, parce que douleur abdominale avec gros syndrome inflammatoire qu'on n'arrive pas bien à explorer, en tout cas pour lequel on n'a pas une réponse avec l'échographie, on a décidé de faire effectivement l'angioscan. Et cet angioscan, qu'est-ce qu'il nous a rapporté? Alors, donc là on a toujours ce classement, mais j'ai l'impression qu'on ne détrônera plus le trio, il a trop d'avance là, c'est comme le PSG et l'OM, on n'arrivera pas à les rattraper. Donc Taylor Swift, c'est celui qui a gagné. Voilà, c'est qui Taylor Swift dans la salle là, il veut garder son anonymat, c'est ça? Bon, c'est bien. Donc le Dr House de la salle reste anonyme. Donc on a fait son scanner et on est tombé sur cet anévrisme de l'artère mésentérique supérieure. Donc ça, on n'avait pas vu sur l'échographie. Il y a un iléus paralytique et donc ils regardent bien tous les vaisseaux. Il n'y a qu'une seule atteinte unique d'anévrisme de l'artère mésentérique supérieure. Alors, quel est pour vous le diagnostic qui vous apparaît le plus probable? Un anévrisme mycotique, une périartérite noueuse de forme digestive, une granulomatose avec polyangéite, des corps étrangers, un corps étranger. Donc, granulomatose avec polyangéite, on en a discuté un peu, hein, c'est cette maladie de Wegener pour laquelle on va faire des ANCA, qui est une vascularite des petits, moyens, gros vaisseaux, des petits vaisseaux. Et l'artère mésentérique, c'est un moyen vaisseau. Donc plutôt pas la granulomatose avec polyangéite. Anévrisme mycotique. Alors il n'est pas fébrile, mais c'est vrai qu'il y a un syndrome inflammatoire, il y a une atteinte vasculaire. On s'est questionné sur cette possibilité, mais on l'a emporté, on a fait comme vous. On a plutôt pensé que ça devait être une périartérite noueuse, parce que c'est une des lésions caractéristiques de la panne. Ce sont les anévrismes inflammatoires. On peut en avoir plusieurs, souvent dans les zones de bifurcation qui sont des zones de fragilité vasculaire, avec un syndrome inflammatoire. Donc on était parti avec cette idée. Donc il a son anévrisme de l'artère mésentérique supérieure. Alors on a fait quand même un complément de bilan, on regarde si on ne retrouve pas de microbes, d'infections particulières, tuberculose y compris. On a des vascularites infectieuses possibles avec anévrisme mycotique. Alors vous savez que mycotique, ça ne renvoie pas que
à des agents champignons. On appelle anévrisme mycotique toute localisation infectieuse, même bactérienne. Donc il y a la syphilis, il y a la fièvre Q qui peuvent donner ça, les rickettsia qui sont des germes à croissance lente, à tropisme vasculaire. On a regardé tout ça, c'était négatif. Ensuite, on a regardé les auto-anticorps. Alors, en cas, ça pourrait être contesté par rapport à ce que je vous dis hier, parce que de toute façon, c'était un vaisseau moyen, on n'aurait pas dû regarder. Bon, on n'avait pas d'auto-immunité. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Donc, on s'est dit, bon, ça doit quand même être une panne. Donc, corticothérapie, antibiothérapie systématique, résection chirurgicale sanglante. Je crois que c'est la dernière ou avant-dernière question, donc je vois que mon temps est compté, mais c'était 25 ou 30 minutes. Je n'ai pas fait attention, je crois que j'ai 30 normalement. Donc corticothérapie, mais vous avez raison, vous êtes des bons rhumatopédiatres. Quand on ne comprend pas, on met des corticoïdes. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc ça allait beaucoup mieux. En 2 jours, alors qu'il se tordait de douleur depuis 5 jours, il était bien mieux sous corticoïdes. On a fait notre décroissance progressive. Et puis, quand on ne comprend pas tout, quand même, on surveille. Et donc, 3 mois après, on avait bien fait la décroissance des corticoïdes. Lui, il était asymptomatique, il était retourné au collège, tout allait bien. On a refait un angioscan de contrôle, et là, on est emmerdé parce que l'anévrisme, plus 1 cm. Plus 1 cm, et il est juste, voilà, dans la cavité, au contact de la cavité péritonéale. S'il se rompt dans la cavité péritonéale, ça se termine rapidement. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce que l'on fait? Et qu'est-ce que l'on fait? On va l'opérer, on va aller voir ce que c'est. Donc on a été faire la résection. On s'est dit ça nous apportera 2 éléments. Le diagnostic de confirmation, on va vérifier, on va faire des PCR, des examens microbiologiques pour vérifier qu'il n'y a pas de germes, et puis on aura des données histologiques. Et il faut se souvenir que les vascularites, alors c'est soit il faut avoir des images qui nous confirment qu'il y a une vascularite, mais on aime bien avoir de l'histologie pour les vascularites. Donc le chirurgien est parti en quête d'exploration de cette résection, et puis il m'a appelé pendant le bloc opératoire. Le chirurgien vasculaire il me dit j'ai jamais vu ça. Il y a quelque chose dans son ventre, c'est cette image verte que vous voyez ici, qui a été retirée, et qui est en fait un fragment d'un végétal qu'il a dû ingérer, sans que personne s'en rende compte. Lui-même, il n'a aucun souvenir d'un corps étranger qu'il aurait pu avaler. Donc ça, c'est en microscopie, vous voyez les structures multicellulaires d'un élément de plante, vraisemblablement des graminées, nous disent les plantologues. Et donc, il a des bords contendants qui ont expliqué qu'il puisse avoir une migration transpariétale au niveau intestinal et qui a été parlant au moment où ça touchait un vaisseau, parce que sinon, ça n'a pas été très parlant. Donc, c'est un enfant qui a été bien mieux sous corticoïdes pendant 3 mois, sans antibiotiques. Donc, ça aurait pu très mal se passer. Donc, ces corps étrangers, finalement, il y en a quelques-uns qui sont rapportés, aussi qui peuvent mimer des maladies inflammatoires. Il faut se souvenir que quand on ne comprend pas, il faut toujours se remettre en cause et essayer d'avancer sur le diagnostic et de pousser des explorations complémentaires, de remettre les choses à plat. L'histologie, c'est nécessaire pour le diagnostic d'une vascularite. Et puis, les corps étrangers, ça parle quand ça traverse une cavité, quand ça va aller léser un nerf ou quand ça va faire une érosion sur des vaisseaux. Donc voilà, c'était le dernier cas un peu particulier et c'est fini. Merci beaucoup.